Efendiler, beyzadeler, de bakalım vurun bizi, ne soran var ne bir eden. Devam edin kırın bizi, devam edin kırın bizi. Oy neyledik, oy neyledik, sizi bize baş eyledik, başımıza taş eyledik. Üstümüze çökün yiyin, keyfinize bakın giyin. İş istersek yoktur deyin, kapı kapı yorun bizi, kapı kapı yorun bizi. Oy neyledik, oy neyledik, sizi bize baş eyledik, başımıza taş eyledik. Alnımıza mühür basın, göğsümüze ferman asın. Rahatınız bozulmasın, yardelere sürün bizi, Avrupa'ya sürün bizi. Rahatınız bozulmasın, Almanya'ya sürün bizi, Belçika'ya sürün bizi. Her üstüne dert alırız, sanmayın böyle kalırız. Elbet bir gün uyanırız, o zaman görür bizi, o zaman görür bizi. Oy neyledik, oy neyledik, sizi bize baş eyledik, başımıza taş eyledik. Oy neyledik, oy neyledik, sizi bize baş eyledik, başımıza taş eyledik. À cette 24e édition du Festival du cinéma méditerranéen, Cinéma Med, et on va être occupés tous ensemble, plongés dans des documentaires et des fictions et des concerts et d'autres rencontres diverses jusqu'au 6 décembre, donc vous pouvez aller voir le programme du Cinéma Med. Et plus spécifiquement ce soir, c'est aussi un double anniversaire qui nous rassemble. C'est d'abord les 60 ans de l'accord signé entre la Belgique et la Turquie pour l'envoi de main-d'œuvre en Belgique, et c'est les 50 ans du documentaire Turistler, des touristes, qui a été co-réalisé par Bigé Berker et Hélène Dewitt, dont nous avons vraiment l'honneur d'avoir leur présence ce soir, et on les retrouvera après la projection pour une causerie tous ensemble. Donc, Cinéma Med et tous ses partenaires que je vais un petit peu vous expliciter en deux mots, n'ayez pas peur parce qu'on va quand même projeter le film. On a voulu mettre l'immigration turque sous les projecteurs avec un documentaire vraiment exceptionnel. Et c'est pas courant pour ce festival de programmer des films qui datent de 1974, parce qu'en général on programme des films de l'année du festival. Voilà. Et donc c'est un documentaire qui va raconter comment des militants, des travailleurs turcs sans papier ont, grâce à leur opiniâtreté et leur combat, participé à améliorer les droits des travailleurs et spécifiquement des sans-papiers. Voilà, alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que Turistler est présenté ce soir dans une version sous-titrée inédite, et on va remercier par Kim Yong-gur et Tanju Goban qui l'a soutenu pour la traduction, et aussi techniquement la traduction a été réalisée par Jean Timmerman.
Voilà, c'est quand même important à signaler. Si, vous pouvez les applaudir. La soirée est organisée en collaboration avec la plateforme 50, avec Farouk Bichiji, ici, qui représente la plateforme 50, avec le centre socioculturel Alevi de Bruxelles, en la personne d'Haroun Özdemir, mais avec derrière lui toute une équipe. Voilà. Et évidemment le CBLI, Tanjouk Goban, et sans oublier un certain Raki qui était bon, Qui a aidé. Qui a aidé. Voilà, on peut le dire. Hein, voilà. Et puis Nathalie aussi, qui vous accompagne dans ce projet. Qui vous supporte, au sens français du terme. Bon. Et je vais faire vraiment un clin d'œil pour l'accueil complice d'Espace Mag grâce à Lubna, à Dounia et son équipe technique et également le soutien de Fadil Lanan. Ça fait toujours plaisir d'être ici, on se sent chez soi en fait. Hein. Donc ça c'est amusant. Le dernier acteur qui nous soutient, ce sont les Ateliers du Soleil, et je cite Mazia Kojinian. Voilà. À toi, merci. Merci d'être là, si nombreux, ce soir. Hoş geldiniz. Büyüklerimize, küçüklerimize, hepinize selam olsun. Alors, avec Farouk Bichiji, de Plateforme 50, nous allons vous accompagner tout au long de cette soirée, qui va démarrer effectivement avec la projection du merveilleux film de Biguet et de Hélène. On applaudit encore une fois. Ce film est un objet filmique non identifié, un OVNI. Vous allez découvrir quelque chose d'assez remarquable et qui, pour la première fois, pourra être accessible à un public francophone. Oui, c'est vrai, vous êtes très très nombreux là aussi. Mais voilà, on ne vous oublie pas. Bienvenue. Voilà. Alors, après la projection de ce film qui dure à peu près 45 minutes, voilà, effectivement, Nathalie va animer une petite rencontre avec notamment Biguet, Berker et Hélène de Witt, et trois témoins, descendants des acteurs principaux de ce film, ainsi que Mazia Kojinian, pardon, excusez-moi, qui sera là pour apporter son expertise d'historien. Voilà. Et puis après, on fera une petite pause. Vous aurez l'occasion de vous restaurer dans le foyer avec des petits mets qui nous ont été préparés par la maman de Bahar Kimyangur. Donc c'est un peu le couteau suisse de cette soirée. Il est au four avec sa famille. Et puis après, on terminera plus exactement cette soirée avec un concert, carte blanche à Haroun Özdemir, voilà, qui est ici là. On peut applaudir déjà. Qui a été la cheville ouvrière au-dessus de ce projet. On en reparlera tout à l'heure avec Nathalie. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Farouk, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais juste dire un petit mot. D'abord, marhaba pour ceux qui ne sont pas turcs et qui sont peut-être d'origine maghrébine et qui fréquentent ce lieu qui est destiné aux cultures de la Méditerranée et du Maghreb aussi. J'aimerais vraiment remercier toute l'équipe du MAG. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous accueillent et à chaque fois ça a été un accueil extraordinaire et une belle réussite. Donc voilà, je les remercie. Je remercie bien sûr Fadil Lanan qui assure pour l'instant l'intérim, je dirais, en tant qu'administratrice. Et elle est dans la salle, parce qu'elle m'a dit qu'elle serait dans la salle, elle est cachée quelque part. Donc je vous demande de l'applaudir parce qu'elle nous soutient depuis des années, depuis 10 ans, depuis les 50 ans de l'immigration marocaine et turque.
Elle a été celle qui nous a soutenus. Et nous avons, grâce à son soutien, créé une association qui s'appelle la Plateforme 50. Très facile, 50 ans d'immigration à l'époque. Et nous nous appelons toujours Plateforme 50, mais nous organisons des activités dans le cadre des 60 ans des commémorations turques et marocaines. Nous avons, il y a un mois, organisé ici même un concert mixte qui était extraordinaire entre musiciens marocains et turcs d'origine qui nous ont proposé vraiment une très très belle prestation. Et je termine en disant, c'est notre gendarme, et je termine en disant qu'il est 19h36, nous avons une demi-heure de retard, mais on sait très bien que la révolution arrive toujours en retard, donc les révolutionnaires aussi. Donc je vous demanderai juste, la soirée va être longue, on aura un petit break, restez après le break, parce que le concert en vaut la peine. Il y aura des personnalités d'horizons différents, avec des voix différentes, il y aura des musiciens et aussi des musiciennes qui vous feront découvrir un peu les chants anatoliens, mais aussi les chants de l'exil et les chants révolutionnaires. Les chants de la révolution. Voilà, c'est fini. C'est bon. Merci. Bonne soirée. La gardienne du temps, et c'est elle qui distribuera la parole, et il y aura, après les prises de parole de chacun et chacune, je pense, un échange avec la salle qui sera limité à un certain temps que Nathalie décidera de mesurer. Elle fait ça très bien. Alors, je fais les présentations ou tu fais les présentations? Voilà, je vais les faire au fur et à mesure que les personnes, les invités prendront la parole. Parce que je vais essayer de parler le moins possible pour donner la tribune à chacun. On a 6 invités, vraiment, on est très ambitieux. C'est un documentaire exceptionnel, poignant, qui a été donc tourné il y a juste 50 ans. C'est aussi un documentaire interpellant parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe aujourd'hui pour les personnes sans papier. Les rapprochements sont évidents, évidemment, l'exploitation par le travail, l'arbitraire des patrons, le problème de logement qui est loin d'être résolu, la crainte aussi d'être arrêté par la police, et le versant plus positif, c'est cette énergie à s'organiser en collectif, mais on en reparlera à réalisatrice, un historien expert de l'immigration turque et 3 témoins qui prendront la parole. Et comme j'ai dit, je les présente au fur et à mesure. Mais tout de suite, on va écouter Bige Berker. En 2 mots pour la présenter, Bige Berker est donc réalisatrice. Elle est née à Istanbul en 1941 et elle est arrivée à Bruxelles en 1971. Diplômée de l'INSAS, Bige a fait sa carrière à la RTB, comme monteuse et documentariste. Voilà. Et ma première question, c'est de vous demander de nous raconter un petit peu cette commande. Donc ce film est une commande de l'Union des travailleurs de Turquie en Belgique. Ils se sont adressés à vous. Pourquoi vous? Et je vais poser toutes mes questions d'un coup parce que je sais qu'une fois que vous aurez le micro, ça va être parti. Donc quel lien vous avez avec cette union des travailleurs? Et surtout, ce qui m'intriguait, c'est que les protagonistes jouent leur rôle et que, par exemple, dans le générique, leur nom n'est pas indiqué, ce sont des pseudonymes. Qu'est-ce que ça révèle de l'époque? Voilà, merci. Mon nom n'est pas dans le générique, c'est Ayşe Taşçı. Je l'ai signé en pseudonyme. Je suis arrivée ici en 1971, c'était une fuite du coup d'État militaire en Turquie. Et je voulais faire du cinéma et je n'ai pas pu réussir là-bas. Et heureusement, ma mère m'a dit « Tu vas faire
ce que tu veux. Moi, en 1939, j'avais mon diplôme de l'université et toi pas. Laisse ton enfant à moi et vas-y faire tes études. Je suis venue à l'INSAS comme ça. Et c'était mon 3e année, j'ai connu Hélène. Parce que Hélène avait fait un documentaire, elle avait été en Turquie pour filmer le coup d'État, et elle avait fait un documentaire en Hollande. Et des amis journalistes qui ont connu Hélène sont venus me trouver en me disant « Nous avons fait un documentaire, veux-tu faire des versions turques et des versions françaises ?» Donc nous avons squatté des salles de montage à l'INSAS, à l'époque, à l'école où j'étais, et une salle de mixage aussi à l'INSAS, et nous avons fait les versions différentes de ce documentaire. Ainsi, on s'est connus. On ne s'est plus jamais quittés. En ce qui concerne faire des films, on en a fait ensemble. Et moi, comme je suis venue de Turquie, j'étais très militante en Turquie, on jouait dans des rues, on faisait du théâtre de rue, j'étais membre d'un parti. Je suis venue ici et tout de suite, je me suis inscrite à BITIP, donc à l'Union des travailleurs belges, à BITIP que vous avez vu. Et c'est là que j'ai rencontré Djerat et d'autres amis, et c'était une période bouillonnante, parce qu'il y avait énormément de travailleurs touristes, comme on les appelle, et ils avaient énormément de problèmes. Donc BITIP nous a proposé à suivre ce mouvement de régularisation et à faire un documentaire. Voilà comment, avec Hélène, nous avons fait ce film. Nous avons écrit le scénario, et puis moi j'ai dû partir. Et quand je suis revenue, ma cuisine était pleine de petits papiers. Hélène avait déjà filmé, et donc il y a eu d'autres séquences que nous avons filmées ensemble, et tout le monde qui a travaillé sur ce film a travaillé gracieusement. Même le studio où nous avons monté 4 nuits et 4 jours ce film, où nous l'avons mixé, nous l'avons eu gracieusement. Ce film a eu beaucoup d'accidents, hein, et finalement, Monsieur Ledoux de la Cinémathèque, pour lequel j'avais fait une semaine d'hommage à Yılmaz Güney, le grand cinéaste turc, je lui ai dit qu'on avait fait ce documentaire, il a voulu le voir, il l'a vu, il m'a dit « Je te l'achète pour 5 000 francs, es-tu d'accord ?» Et donc ce film est resté à la Cinémathèque. Cette mauvaise qualité de l'image n'est pas de notre film, parce que la Cinémathèque n'avait pas pu faire la version numérique du film. Le film avait eu des accidents. Donc c'est d'un DVD que cette image est tirée. C'est pourquoi c'est une si mauvaise qualité. Nos images ne sont pas de cette qualité-là. Ils sont vraiment là. Le contraste est magnifique dans nos images, parce que je l'ai visionné sur d'autres supports. Et voilà comment on l'a fait, ce film. Et voilà. Merci. Peut-être une autre question par rapport aux personnes qui sont impliquées. Bon, une majorité d'hommes. Ils sont apparemment très politisés, très engagés. Est-ce qu'ils représentent une minorité ou bien les travailleurs turcs avaient cette caractéristique d'engagement politique Écoutez, c'est difficile à dire. Hein. C'est une longue histoire, l'histoire politique turque et les droits des travailleurs. Hein. Les travailleurs n'avaient pas de droit de faire de grève, par exemple. Et les syndicats étaient beaucoup plus des syndicats jaunes Et après 1960, les choses ont commencé à changer, vraiment. Il y a eu le Parti ouvrier turc en Turquie, et ils ont eu 15 députés à la première élection. Donc c'est là où les choses ont commencé à changer. Mais comment vous dire que les travailleurs de Turquie sont comme ça? Regardez la Turquie aujourd'hui. Hein? Si les travailleurs de Turquie avaient cette conscience et cette capacité de lutte, la Turquie ne serait pas comme ça, comme elle est aujourd'hui.
Hélène de Witt, donc vous êtes diplômée de l'Académie du cinéma d'Amsterdam, donc vous êtes hollandaise. Vous avez vécu plusieurs années à Bruxelles, maintenant vous êtes repartie en Hollande. Merci d'être parmi nous aussi. Et vous êtes réalisatrice, entre autres. En préparant, en discutant tout à l'heure ensemble, vous avez dit ce qui vous interpellait, c'était plus de parler de l'actualité et vous n'aviez pas envie de parler du passé. En fait, qu'est-ce que votre réalisation vous inspire à l'heure d'aujourd'hui? Je ne saurais pas répondre tout de suite à cette question, mais je dois commencer par dire que je n'ai pas vu ce film depuis les 50 ans qui sont passés depuis. Et alors, ça vous fait quelle impression? Ça m'a tout à fait étonnée, et ce que j'ai vu, c'est en fait, disons, deux parties. Une partie effectivement très militante, mais tout à fait théorique. Ça, c'est pas mon côté, ma partie. Non, dans le temps non plus. Mais l'autre côté, où on voit les ouvriers qui rejouent ce qu'ils vivaient chaque jour, ça, j'ai tout à fait participé. Et surtout cette scène, quand on entre dans un café, on demande au patron si on peut distribuer des journaux. On faisait ça tous les week-ends avec les gens du Big Tip. Et alors, le film était en train de se faire, mais entre-temps, je travaillais avec eux, j'étais tous les jours avec eux, et toute cette théorie, ça m'a tout à fait étonnée, je m'en souvenais rien du tout, en fait. C'est pas une réponse à votre question. Non, c'est pas grave, mais de l'autre côté, 50 ans, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Donc c'est normal que vous ne vous souveniez pas de tout, mais vous étiez deux femmes derrière la caméra, dans un monde de militants, d'hommes militants. Comment ça s'est passé? Bon, sans problème, et peut-être... Je ne sous-entends pas qu'il devait y avoir des problèmes, mais... Justement parce qu'on est des femmes, je crois. On est un peu dehors et on est acceptés. Et ici, il y a même de vieux camarades qui m'ont reconnu. C'était pas un problème du tout. Non. Les vieux camarades, levez la main. Ah, ils sont timides. Donc, non, mais... par exemple, est-ce qu'il y avait des femmes militantes, des travailleuses militantes ou des femmes? Pourquoi les femmes n'apparaissent pas en fait dans votre... Non, mais je crois surtout avec les illégaux, il n'y avait pas de femmes. Non. Les femmes sont arrivées après cette régularisation. Comme vous avez vu à Zaventem, hein, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui arrivent, parce que les hommes vivaient seuls, hein, ils étaient sans femmes, ils étaient sans enfants, comme nous avons vu dans le film. Les femmes sont arrivées tard, et elles ont dû s'adapter à la vie ici, et elles n'ont jamais pu s'adapter en fait. Hein. Moi, j'allais chez les femmes turques quand j'étais à Bitip, j'essayais de leur apprendre le français, même le turc, écrire et lire. Les femmes, il n'y avait pas beaucoup de femmes militantes. Hein. Les femmes s'adaptaient, essayaient de s'adapter, hein. Essayaient de garder les enfants dans les limites de leur croyances, de leurs coutumes, voyez-vous, parce que il fallait que les enfants aillent à l'école, etc. Et donc les femmes étaient à la maison pour les enfants et pour les maris qui rentraient. Et c'était toujours des petits lieux dans lesquels ils vivaient. Hein? Et ils mettaient des matelas par terre pour dormir la nuit, ils ramassaient le jour, et leur ambition était de retourner en Turquie et d'avoir une maison et de pouvoir élever leurs enfants en Turquie. Les Turcs se sont installés ici lorsque la deuxième génération, donc leurs enfants,
ont décidé de ne pas rentrer, mais de vivre ici. À ce moment-là, ils sont installés. Mais jusque-là, les femmes étaient assez absentes, si vous voulez. Aujourd'hui. Maziar Kojinian, vous êtes docteur en histoire de l'ULB, spécialisé sur l'histoire contemporaine et de l'immigration turque en Belgique et aussi du communisme. Alors 1974, c'est une année particulière, une année de pleine ébullition à la fois politique, sociale. Est-ce que vous pourriez nous dresser les points principaux importants de ce qui se joue cette année-là et pourquoi, justement, précisément en 1974, les travailleurs turcs sans papier, les touristes, donc comme on les appelait à l'époque, ont réussi à s'organiser de cette façon? Alors il y a d'abord le durcissement de la politique migratoire. À partir de 1968, en Belgique, comme dans d'autres pays européens, qui est un peu à l'origine de la situation que l'on connaît aujourd'hui. Donc le ministre de l'Emploi et du Travail de l'époque justifie le fait de réduire la délivrance du nombre de permis de travail par le poids que soi-disant constituerait un apport de nouveaux travailleurs étrangers chaque année sur la sécurité sociale. C'est une musique que l'on croit finalement être une musique d'aujourd'hui, mais c'était déjà une musique d'il y a plus de 50 ans. Et 1974, c'est la continuité de l'élan contestataire des années 1968, non seulement dans les milieux étudiants, ceux que l'on a retenus aujourd'hui, mais aussi dans les milieux ouvriers. Et en particulier dans les milieux ouvriers étrangers. On l'a beaucoup oublié, mais ce sont notamment les ouvriers étrangers qui étaient à l'avant-garde d'un certain nombre de grandes grèves, dans les mines du Limbourg en 1970, à Michelin ou Citroën en 1969. Et donc, bien sûr, le documentaire, il raconte une histoire, et il met en avant forcément plutôt l'Union des travailleurs de Turquie en Belgique, mais donc l'organisation qui va être le déclencheur finalement de cette conscientisation sur la situation des travailleurs touristes, qu'on n'appelle pas encore clandestins à l'époque, qu'on appelle travailleurs touristes, eh bien ce sont des militants marocains et tunisiens du mouvement des travailleurs arabes, donc une organisation qu'on appelait Maos Pontex à l'époque, qui était d'un maoïsme non organisé, qui faisait tout de manière spontanée, qui a lancé en France, à partir de la fin des années 60, début des années 70, un certain nombre d'actions, coups de poing, pour dénoncer le racisme anti-arabe, mais aussi pour impulser la régularisation des travailleurs clandestins, et l'arme ultime qu'ils utilisaient, c'était l'arme de la grève de la faim. Ces militants ont fini par être expulsés de France, et bien ils sont arrivés à Bruxelles, au début de l'année 1974, et après quelques semaines, après avoir pris contact avec un certain nombre de milieux progressistes en Belgique, eh bien ils lancent une grève de la faim en mars 1974 à l'église Saint-Jean et Nicolas. Au bout de 9 jours de grève de la faim, ils vont être expulsés mani militari, donc il y a un grand renfort de forces de gendarmerie. On va venir les cueillir au petit matin pour éviter justement que les sympathisants de ces grévistes de la faim ne viennent grossir les rangs de contestataires, et vont être rapatriés au Maroc et en Tunisie, en sachant ce qu'était le Maroc, aussi la Tunisie de l'époque. C'était quand même assez risqué. Ils n'ont pas été envoyés en prison après, mais voilà, c'était très très dangereux. Forcément, par la suite, les militants communistes turcs, après le coup d'État de 1971, n'étaient pas plus en sécurité, et donc devaient notamment utiliser des noms d'emprunt pour pouvoir continuer à militer. Et quand vous avez découvert ce film, Turisler, qu'est-ce qui vous a marqué, ou qu'est-ce que vous avez appris, vous, comme historien de cette période?
D'abord, c'est à travers ce film que j'ai découvert qu'il y avait quand même un mouvement communiste turc en Belgique. Donc, ce qui n'était pas évident. Moi, à l'époque où j'ai commencé mes recherches sur l'immigration turque, on était au début des années 2000, c'était le tout début de l'ère Erdogan. Bon, bien évidemment, le communisme, il est un peu passé de mode un peu partout dans le monde, mais encore plus en Turquie. Et c'est quand même ça qui m'a poussé à faire des recherches, à la fois sur l'histoire de l'immigration turque, mais aussi plus particulièrement sur le mouvement communiste turc en Belgique et en Europe, d'une manière générale. Voilà. Si vous voulez bien, je voudrais passer la parole à Bahar Kimyongur, qui est écrivain, traducteur, et vous, Bahar, voilà, annoncez l'affiche, on va voir s'il y a... Oui, voilà. Votre papa apparaît dans le film. Donc, votre père Ali est arrivé en 1963. Oui, quand j'ai vu... Je vous laisse raconter la suite. Quand j'ai vu mon père dans ce film, j'étais complètement abasourdi parce qu'il n'a pas de passé militant, il n'a jamais été organisé dans un parti politique, il n'avait pas d'engagement. C'était une sorte de soldat de l'ombre qui était connu dans le milieu turc et peut-être aussi arabe parce que mon père est à la fois arabophone et turcophone et donc il était plutôt traducteur, il aidait les gens pour leurs papiers, il leur trouvait du travail, il les installait chez lui, il les hébergeait à ses frais et donc c'était quelqu'un de fort généreux mais pas forcément de très à gauche. Il avait une culture de gauche comme un peu tout le monde à l'époque. Bon, il faut savoir que 74, d'abord c'est l'année de ma naissance, hein, mais c'est aussi la révolution des œillets, le socialisme avait atteint la Somalie, le Yémen, enfin, il y avait des républiques marxistes arabes, donc c'est dire à quel point, je veux dire, les opinions de gauche s'étaient distillées, avaient conquis le monde en quelque sorte. Et donc il appartenait à cette culture-là sans pour autant être organisé. Donc je suis étonné de le voir avec un brassard de la BITIP. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est absolument incroyable. Mais j'ai aussi, quand même, je dois apporter d'autres commentaires sur cette scène. On voit que mon père est le seul à porter une cravate. Un costard, il est en costard-cravate. Alors ceux qui le voient, et puis ceux qui voient cette photo pourraient se dire « Ah, cet homme-là, c'est quelqu'un qui fait partie, c'est un cadre, un fonctionnaire, quelqu'un d'important, ou quelqu'un de la middle class américaine. » Alors pas du tout. Sa cravate et son costume, c'est un pur cache-misère. Mon père, Ali Kimyongur, est le fils d'un mendiant. Son papa, il errait dans les rues avec un homme boiteux et aveugle, et il était ivrogne, mon grand-père, que je n'ai jamais connu d'ailleurs. Donc il a souffert de cette misère. Et donc, ce qu'il a essayé de faire tout au long de sa vie, c'est s'extirper à sa condition sociale. Et donc, là, il était tout le temps en costard-cravate, et vous remarquerez que cette cravate-là, et celle-là, c'est la même. En fait, dans le film, on voit mieux. Et cette photo, elle a été prise le 1er septembre 1974. Donc j'ai 5 mois. La manifestation, je pense qu'elle date du 17 septembre, 15 septembre. Donc il y a 14 jours de différence entre ces deux photos. Et mon père porte la même cravate. Et je dirais, je vais ajouter un autre élément. 74 et septembre 74 est un moment particulièrement prolifique parce que mon père s'est syndiqué à la FGTB. Il a commencé comme mineur dans les charbonnages du Bois du Luc en 63, donc il a un parcours assez atypique. Hein. Il est venu 11 ans avant le film, et puis il a eu un accident dans les mines, donc il faut savoir qu'il était à plus de 1000 mètres dans des veines hyper étroites, et donc il y a un accident qui lui a sauvé la vie, c'est-à-dire qu'il s'est blessé au niveau du bras, il ne pouvait plus retravailler, et donc il est devenu chauffeur par la suite, mais il a connu il a connu des conditions d'existence semblables au 19e siècle. Hein. Ma mère est là, si elle vous raconte ce qu'elle a vécu au moment de son mariage, parce qu'il est reparti en 73 pour ramener ma mère, qui était une villageoise qui travaille dans les plantations de coton de la plaine de Çukurova, dont Yılmaz Güney parle beaucoup dans ses films. Alors je vais revenir à la syndicalisation, à l'affiliation de mon père au syndicat. Alors il habitait à l'époque rue Drapsdom. C'était la première fois qu'il avait un radiateur chez lui. Et donc, en fait, il s'est affilié le 1er septembre. Eh bien, tenez-vous bien, au syndicat du transport, vous savez où? Le syndicat du transport était situé rue du Poinçon, 17, à 1000 Bruxelles. Donc mon père, ici, est devenu membre de
je ne sais même pas si moi-même j'étais dans la manifestation. Ma mère, on parlait de la présence ou non des femmes. Apparemment, ma mère et ma grand-mère étaient aussi dans cette manifestation du 15 septembre. Donc j'ai découvert énormément de choses grâce à ce film. Alors pour faire bref, il a été chercher ma mère avec une camionnette qu'il a achetée à l'entreprise qui fabriquait des accessoires domestiques, des clenches de porte, des accessoires de rideaux, etc. Donc mon père était livreur. Il avait acheté à son employeur une camionnette qui tombait tout le temps en panne. Il a été se marier avec ma mère qui avait 15 ans. Ma mère est arrivée enceinte. Dans une camionnette, ils ont mis 2 semaines pour arriver d'Antakya, parce qu'on est vraiment de l'extrême sud de la Turquie, collé à la frontière syrienne. Et donc, 4000 km, 2 semaines, elle a dormi, elle a vécu pendant des mois dans cette camionnette, c'est-à-dire que c'était une camionnette blanche, avec 2 petits hublots porte arrière, donc il n'y avait même pas de fenêtre latérale. Et donc, ils vivaient comme des nomades, parce que comme ils travaillaient du côté de la Drève Sainte-Anne, oui, tu voulais me poser une question peut-être? Non, finis quand même, et puis après, oui, j'enchaînerai. En fait, l'entreprise était là, et donc quand il devait aller dormir, c'était en se cachant pour que les autres collègues de mon père ne le voient pas, parce qu'il n'a pas d'appartement, il n'a pas de domicile, donc il dormait avec ma mère dans cette camionnette, ma mère qui était enceinte et qui avait 15 ans, bientôt 16 ans, et donc c'était sur un matelas, il y avait 2 matelas, un matelas gonflable et un matelas en mousse. Et donc, parfois, elle partait en livraison avec lui, donc elle avait pas sa vie, et puis ensuite, à un moment, il a eu un peu d'argent, et ils ont loué un grenier à la rue Picard, un grenier, il n'y avait pas de radiateur, évidemment, et donc la rue Picard, c'est celle qui donne sur le Tour et Taxi. Donc aujourd'hui, de temps en temps, quand on veut se changer les idées, on va, il y a de beaux étals gastronomiques, c'est très cosy, hein, aujourd'hui, le Tour et Taxi. Mais à l'époque, c'était un endroit où il y avait du vacarme, c'était une gare maritime, donc il y avait un train qui déchargeait des marchandises, c'était une douane aussi, donc il y avait un bruit invraisemblable, et elle a vécu dans le froid, dans un grenier. Donc, elle a vécu dans une camionnette, et puis dans un grenier, et c'est à son 8e mois, je crois qu'elle est tombée sur un appartement, sur une maison, je crois, rue des Artistes, où elle a eu un peu de chaleur. Et je m'appelle Bahar, qui est bizarre en turc, parce que Bahar veut dire le printemps. Elle a vécu tout l'hiver 73-74 dans l'hiver, enfin dans le froid glacial. À l'époque, il faisait très froid, très tôt en plus. Donc c'est peut-être pour ça que je m'appelle Bahar, je ne sais pas. C'est clair. Sombre est bien traduite dans votre documentaire, dans votre film. Ce que je sais aussi, c'est que votre père est décédé avant la sortie du film et que vous avez découvert votre père par hasard dans ce documentaire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de transmission du militantisme et de l'action politique de père à fils? Absolument pas. D'abord parce qu'il n'était pas militant, et aussi parce qu'il y avait ce qu'on appelait chez beaucoup de gens qui ont connu une pauvreté extrême, la honte sociale. Donc il n'aimait pas trop parler de cette période-là. Il essayait de frimer en fait, avec le peu qu'il avait. Il m'avait raconté que son père était rentier archi faux. Il m'avait raconté des tas de trucs sur son passé flamboyant. C'était quasi que des mensonges. Et en fait, il avait une culture de gauche, c'est-à-dire qu'il me parlait de temps en temps de Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, hein, les héros révolutionnaires qui ont été sacrifiés, assassinés en 71-72. Il connaissait Cem Karaca, il connaissait un peu la culture musicale de gauche et tout, mais il voyait ça d'assez loin. Et puis il faut savoir que quand même, dans les années 70, on a eu des années de plomb en Turquie. Et donc il y a eu une véritable situation de guerre civile entre l'extrême droite fasciste, hein, les loups gris, qui allaient sur les piquets de grève et qui tiraient sur les grévistes. Ils massacraient, ils assassinaient des étudiants dans les universités et tout ça. Donc mon père a commencé à prendre peur. Et puis en plus, je ne suis pas enfant unique. Il y a ma sœur ici dans la salle et j'ai aussi mon petit frère qui est né en 80. On est 3 garçons et une fille. Et donc avec la famille qui grandit et puis sa volonté aussi d'ascension sociale, il s'est un peu détaché en fait de la réalité turque. On a été vivre à Koningslo. Et donc il s'en vantait parce que quand il allait en vacances à Antakya, il disait « je suis voisin du roi » en fait. Koningslo. En fait, il vivait en location, il n'avait pas vraiment sa maison, mais il faut dire qu'on avait quand même connu à ce moment-là, parce qu'il travaillait à son compte en tant que taximan, on a connu quand même une situation, une enfance beaucoup plus heureuse que celle de ma mère et celle de mon père en fait. Merci Bahar.
vous êtes... Ah, Je voudrais encore vous montrer ce vestige de l'époque. En fait, comme la plupart des gens étaient illettrés, excuse-moi Ulcu, je termine avec ça, en fait, les gens s'envoyaient, enfin les travailleurs envoyaient à leur famille des enregistrements de cassettes, de musique-cassettes. Et donc celle-ci contient les échanges, les discussions entre ma mère et son père qui était venu à Zamenté mais qui avait été refoulé avec mon oncle. Je ne sais pas si on a vu la photo tout à l'heure. Vous voyez les enfants qui étaient en guenilles là. Eh bien, ce sont mes oncles et mes tantes. Et le petit blond, là, il est là au fond de la salle, il est prof de maths maintenant. La petite, là, c'est Mouraï, vous la connaissez peut-être, c'est une inspectrice culturelle, donc elle travaille pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, mon oncle Hilal, ma tante, enfin, je veux dire, c'est toute la famille, sans ma mère qui était en Belgique à ce moment-là. Et on voit ici ma mère dans un coin, c'est le jour de son arrivée en Belgique, en fait. Et elle se retrouve dans une réception qui est dédiée à une employée que l'on voit ici et qui partait en retraite. Ma mère, elle a 15 ans, elle vient à peine de mettre les pieds en Belgique, elle se retrouve dans une réception très bling-bling. Donc je trouvais ces photos intéressantes parce qu'elles montrent vraiment le contraste entre notre vie et cette chance qu'on a eue de vivre en Belgique, parce que ça a été vraiment un moyen de s'émanciper, à la fois sur le plan économique, mais aussi intellectuel, culturel. On a pu étudier alors qu'on a des parents qui sont illettrés, qui n'ont quasi pas été à l'école. Voilà. Merci à vous. Je demanderai, on va écouter les 3 témoins de la 2e génération, donc, et après, peut-être, comme ça, je vous préviens, vous pourriez réagir à ce que vous avez entendu pour terminer la rencontre. Donc, Ulku Dursun, vous êtes aussi de la 2e génération. Votre papa n'apparaît pas dans ce film. Vous êtes psychologue clinicienne et aussi artiste et chanteuse. D'ailleurs, on vous entendra après la pause. Vous allez interpréter des chants d'exil avec le groupe. On aimerait bien entendre aussi votre témoignage et ce que ce documentaire évoque pour vous, et à la fois personnellement, mais aussi dans votre approche professionnelle, et aussi puisque vous accompagnez des familles à la fois en français et en turc. Donc j'imagine que ça résonne. Ça résonne, du coup ce sera plus difficile de parler en tant que psychologue, parce qu'effectivement c'est un documentaire très très fort qui touche, qui est poignant, mais qui ne fait pas du tout partie de ma réalité, de la réalité de mon père en fait, parce que je m'appelle Ulku, et certains d'entre vous savent que Ulku signifie l'idéal et qu'il est le nom du parti des militants nationalistes de la Turquie. Donc moi, des Dougris, hein. Mais ça va, moi en tout cas, ma génération, et moi personnellement, j'ai cohabité, j'ai voulu cohabiter avec toutes ces références-là, tant dans ma communauté que dans les autres communautés. Et c'est pour ça que je pense que je suis artiste aussi, par ailleurs. Alors... il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Le problème du logement, c'est toujours d'actualité. Apparemment, ça n'a pas changé. Ça m'a frappé. Et moi, j'ai toujours peur des flics. Donc ça n'a pas changé non plus. Et par contre, la question... Moi, ce qui m'a frappé, c'est les yeux des hommes dans ce film. Et en regardant ce film, j'ai repensé un petit peu à cette notion de masculinité traditionnelle. Et la masculinité est souvent vue comme avec une forme de dissociation, tant au niveau émotionnel que relationnel chez les hommes. Chez les hommes traditionnels, il y a que la colère et l'agressivité comme émotion qui est permis. C'est très difficile d'apparaître chez ces hommes, surtout encore maintenant d'ailleurs, d'apparaître avec d'autres formes d'émotions que la colère et l'agressivité, malheureusement. Et d'ailleurs, ceux qui osent apparaître avec d'autres émotions, ils sont parfois exclus de la communauté. Et c'est ceux-là qui arrivent beaucoup dans mon cabinet d'ailleurs.
Sinon, cette attitude stoïque aussi qu'ils ont envers la douleur, ces hommes, c'est incroyable. Ils ont supporté, mon grand-père a supporté les mines aussi. Mon papa, des années de galère, en prison notamment, parce que mon père a fait aussi de la prison. Pas pour des raisons politiques, j'aurais aimé qu'il était en prison pour des raisons peut-être plus politiques, mais non, c'était pour des raisons malheureusement économiques, qui est une réalité aussi de la communauté turcophone ici. Et puis autre chose, peut-être en tant que psychologue, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est cette question de dette et de culpabilité. Il y a une transmission transgénérationnelle qui est toujours d'actualité, et même chez mes enfants, mon fils de 18 ans, qui porte une espèce de sentiment de dette vis-à-vis des personnes qui sont en Turquie encore. Je le vois avec ses cousins, il a l'impression qu'il est obligé de leur donner de l'argent, de leur offrir à manger, de les inviter ici en Belgique. Alors moi je l'ai porté, je le porte toujours, mais je l'ai transformé dans mon art en tant qu'artiste. Mais mon fils, là encore, et c'est étonnant, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Il en fait déjà quelque chose, il fait du rap, il écrit des textes fantastiques en français, lui. Voilà, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'émotions. Peut-être une dernière chose, j'ai travaillé un moment, j'ai accompagné des grévistes de la faim il y a quelques années, à la rue des Chartreux et à la VUB. Ça a été terrible pour moi, une expérience terrible. Et j'ai arrêté d'accompagner le jour où un des grévistes s'est cousu la langue et les lèvres. Et je me suis dit non, je ne veux pas être psychologue et militante de cette manière-là. Je veux militer pour la vie, pas de cette manière-là. À l'époque, je vois dans les images, c'était possible de descendre dans les rues et de militer pour la vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont beaucoup trop de choses à perdre. Donc on descend moins dans les rues de cette façon-là. Voilà, merci. Je vous remercie. De 1974 à ce qu'on connaît aujourd'hui. On va devoir faire un colloque de 3 jours, je crois. Non mais c'est vrai, sans blague. Et notre dernier invité, Haroun Özdemir, musicien, en fait, fondateur, je ne sais pas si c'est fondateur du Centre culturel à Lévis de Bruxelles. Parmi les fondateurs. Parmi les fondateurs, pardon. Haroun, vous aussi, votre père apparaît. Non seulement il joue un rôle majeur dans ce... Vous le reconnaissez, vous avez tout de suite, hein, les traits sont frappants. Mais on entend aussi sa voix parce qu'il interprète une des chansons. Ce sont des chansons de l'exil, des chants de l'exil. Nous existons avec nos mains calleuses. Un jour, à coup sûr, on se réveillera et vous verrez. Ça sonne un peu comme un avertissement. Donc, votre père, lui, il était vraiment impliqué. C'était le super-héros de la militance. Oui, Nathalie, quand tu dis vraiment, tu vois, c'est vraiment quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. Il était connu sous le nom de Djevat, communiste Djevat, Kurt Djevat, Djevat de court, Djevat au syndicat, Djevat au café, Djevat dans les manifestations. Il était partout. Et c'était un vrai engagé. Aujourd'hui, là, j'aurais aimé qu'il soit à ma place, évidemment. Parce que ça m'a fait quelque chose. C'était quelqu'un qui était fier de ce qu'il faisait, mais dans le côté positif de la chose. Mais vraiment, c'était une personnalité qui militait tout le temps. Tout le temps. C'était sa seule conviction, c'était la révolution, la gauche, le syndicalisme, les droits, et voilà. Avant sa famille, avant ses enfants, en tout cas au niveau du temps passé avec nous, voilà, c'est joli, c'est beau tout ça. Mais moi, j'ai pas vu mon père, on n'a pas mangé ensemble, on dînait pas ensemble le soir, ça n'existe pas. C'est là que je commence à pleurer. Non, je vais pas faire ça, mais c'était une réalité. Il était sur le terrain tout le temps. Donc on a grandi vraiment en son absence. Pour vous dire une anecdote, les personnes, je ne sais pas si c'est encore le cas, vous pouvez le confirmer ou pas, je ne sais pas, mais les personnes sans papier qui allaient à la commune pour prendre un ticket devaient aller très très tôt le matin, 1 heure, 2 heures avant l'ouverture pour faire la file. Parce que quand il n'y avait plus de tickets, disons qu'il y avait 50 tickets,
Et bien quand il y en avait plus, il fallait venir le lendemain. Alors mon père disait à la personne, oui écoute, attends à la maison, moi je vais aller à la commune, et quand il reste que 5-10 personnes, je te préviens. Et on se prenait la tête, mais vraiment très fort. Je lui disais, mais d'accord, tu vas l'aider, tu vas traduire, tu vas faire ce qu'il y a, mais pourquoi tu vas faire la file à sa place? Laisse-le partir à la commune et laisse-le te prévenir en dernière minute pour qu'il vienne. Et il était comme ça. Il devait aider les gens, il devait être présent avec eux, et c'est ce qu'on voit ici. Le film est en 74 et mon père est arrivé en début 70 et il commence déjà à traduire là-bas. Il dit, la dame lui pose la question, ça fait combien de temps qu'il est là? Et il répond, comme ça, 9 mois. Donc directement, il commence déjà à être impliqué ici. Jeune âge, il arrive à l'âge de 17 ans. Encore mineur, et directement il continue sa carrière de gauche ici, quoi. Donc voilà ce que j'ai envie de dire à la première vue. Le prix à payer a été fort de cette militance. Mais une forme de militance. Une forme de militance, oui. Une forme de militance. Peut-être pas la même, parce que voilà. Mais oui, je suis aussi très militant et très actif. Et pour dire aussi, il n'a pas pu rentrer au pays pendant 30 ans, donc il ne pouvait pas y aller. Donc sa maman essaie de décider, il n'a pas pu y aller, il ne pouvait pas rentrer dans le pays. C'est après 30 ans qu'il a pu aller la première fois. Et il est mort à l'âge de 61 ans, donc vous faites moins 30, voilà, donc ça fait pas beaucoup de moments, quoi. Voilà, mais vraiment un grand merci à tous les intervenants d'avoir non seulement apporté... C'est ma maman. c'est ta maman. Je crois qu'elle me donne une fleur. Qui veut... C'est peut-être pas le bon moment, mais c'est pas grave. Non, il n'y a pas de mauvais moment, je crois. C'est qu'ils se sont pris en haut c'était assez fort parce que Bigay sort d'hôpital et ma maman aussi a fait un AVC et on a pris, elle est en réhabilitation, elle sort d'hôpital aussi et c'est pour papa. Voilà. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous inviter toutes les deux, Hélène et Bigay et Hélène, de reprendre la parole toutes les deux, de réagir à ce que vous avez entendu et de dire simplement ce que vous avez sur le cœur par rapport à ce moment qu'on est en train de partager ensemble. Là-dessus, parce que tout le monde était très clair dans ce qu'ils disaient, à transmettre leur vécu. Moi, je voudrais dire un mot sur Djevat, le personnage que vous avez vu, dont la femme nous a donné les fleurs et dont le fils est là. Je pouvais absolument rien refuser à Djevat. Djevat était comme mon fils et il était tout le temps avec nous, tout le temps. Nous avons monté ce film gratuitement 4 nuits et 4 jours. Et Djevat nous a amené des sandwichs. Et une nuit, voilà, Djevat n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Et le lendemain matin, voilà Djevat qui arrive. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, il avait été attrapé par la police. Il a passé la nuit au cachot. Hein? Et d'ailleurs, si ce film est dans cet état-là, ce que vous avez vu, c'est parce que j'ai donné l'original à Djevat. J'ai permis à la cinémathèque de donner l'original à Djevat, qui voulait le projeter dans une réunion syndicale. Et le film est revenu endommagé. Êtes-vous rancunière? Djevat est resté dans mon cœur et toujours dans mon cœur jusqu'à sa mort. Et on s'est toujours vus. Hein? Et il va toujours rester dans mon cœur. Oui. Hélène de Witt, vous voulez rien à ajouter à ça.
par rapport à l'ensemble des échanges, est-ce que vous n'avez... Ça vous inspire? Sauf que, je dois dire, la situation en Belgique, mais surtout aussi en Hollande, c'est beaucoup détériorisé politiquement. Et maintenant, on a des débats, pas seulement sur les illégaux, mais sur les étrangers tout court. Et c'est terrible. On marche en arrière. Ouais. Très effrayant. Alors, je vois qu'il nous reste, j'ose pas le dire, 6 minutes pour faire circuler le micro. Ah non, il y a Tanju qui me dit carrément non. 5 minutes. Quelqu'un a envie de poser une question? Oui, voilà, là, Madame Tanju, deuxième rang. Comment ton papa a appris le français? Merci. Moi, je suis de la deuxième génération, donc mes parents étaient des primo-arrivants. Je suis la sœur de Denet, tu dois la connaître. Je voulais savoir comment ton papa a appris le français. Comment il a appris le français? Parce que là, il est en train de parler, oui. de dire, ça fait à peu près 9 mois. Oui, enfin voilà. Voilà. Mais comment est-ce qu'il a appris, puisque il venait de débarquer aussi, ton papa? Je sais pas, franchement, j'ai pas la réponse, mais peut-être que Biguet. Donc la question, comment... La question, c'est comment mon père a appris à parler le français. Mon père, oui. Oui, Djabat. J'ai connu Djabat avec le français que vous l'entendez. Mais je pense que c'est assez naturellement. Avec un accent à couper à couteau de kurde. Mais c'était un homme extrêmement intelligent, Djabat. Hein, et il avait vraiment plus que 7 sens. Et toutes ses antennes étaient vers l'extérieur. Hein, et il voyait, en effet, il voyait où il y avait un besoin d'aide, un besoin de donner la main, un besoin de donner à manger. Donc cet homme, je suis sûre que le français est entré par ses oreilles, parce qu'il était tout le temps avec les gens. Tout le temps. Oui. Bravo. Parce que vous avez dit l'expulsion des Marocains et leur mise en avion en avril 1974, c'est parce que le bourgmestre de l'époque, Roger Nols, est arrivé à la porte arrière de l'église avec un serrurier. Il a fait ouvrir cette porte et ces hommes étaient mis dans les avions déjà affrétés, déjà prêts, tels qu'ils étaient. Hein? Et M. Nols, dans des interviews, parce qu'un de nos collègues a fait un portrait de M. Nols qui s'est baladé dans la place Collignon, donc la place de la commune, sur un chameau. Et lui, quand on lui demandait pourquoi il était contre les étrangers, il a dit « J'avais peur de l'islamisation de la Belgique ». Voilà comment c'étaient les dirigeants de l'époque. Hein. Voilà. Une question, et puis malheureusement on va devoir clôturer. Qui a envie de poser une question? Sinon, je vais remercier vraiment nos 6 invités qui s'est mis en place. Quelles étaient ces années sombres du nolsisme, et ça nous revient comme un effet boomerang à la figure aujourd'hui, où on doit être plus que vigilant. On voit bien que la politique d'accueil est racialisée, elle est discriminante, et on voit bien que, comme vous l'avez dit Hélène, qu'on rétropédale par rapport aux politiques d'accueil. Donc, on va pas terminer sur une note négative, mais on va terminer sur une note réaliste. C'est celle-là.
Donc c'est très important de comprendre que le collectif et que se serrer les coudes a du sens et est hyper important. Donc maintenant, je vais vous inviter au buffet parce que si vous le souhaitez, nous pourrons poursuivre de manière informelle tous ces échanges que nous avons entamés ici autour du film avec nos invités. Le buffet est ouvert et puis vous revenez dans cette même salle qu'on va préparer pour le concert avec des chants d'exil. Voilà. Şeyini alayım. Ömer canım benim geçmişin hatırına selamlar olsun. Seni unutmuyorsun hiç. Çünkü de dinlemedim ki. Filmimizi de izledim. Hoşça kal, kendine iyi bak. Ömer'in o güzel sesine, o güzel sazına, Ömer olduğunu çok sonra öğrendik. Keşke söyleseydik adını. Çünkü kendisinden izin aldık biz. Adını söyleyebilir miyiz? Ahmet Aslan diye imza atmış. Ben nasıl Ayşe Taşçı diye imza atmıştım o seneler. Ömer de zaten turistti o zamanlar. Onun için kendini ifşa etmek istemedi. Ömer'in gözlerinden öpüyorum. İnşallah sağlığına kavuşur. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Chers amis de la poésie, je voudrais vous saluer avec une couple de Nazım Hikmet. Vivre comme un arbre seul et libre, vivre en frère comme les arbres d'une forêt. Cette attente est la nôtre. Je vous souhaite une agréable soirée et permettez-moi de dire quelque chose à mes amis les Türk ici. Değerli konuklar, sevgili şiirsever dostlar, hepinizi Nazım'ın o çok sevdiğim dizesiyle selamlamak istiyorum. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Teşekkür ederim. Şiirim sızlıyor dizelerde. Adım var benim. Dünyada, gurbette, Belçika'dayım. Tek esikle dardayım.
Sığdırabilir miyim bir kimliğe ve bir isme? Her ulustan birer ismim varken. Ah ki şiirim ıssızlıyor dizelerde. Yalnızlığın yosun tutmuş bir kayanın üzerine martı çığlıklarının konmasıdır bilirim. Öfken de büyük olur, sevdandan. Öfkeni dizginleyemediğin an kaşların çatılmış tüfek gibi durur alnının orta yerinde. Ve denizin kendi içine çekilmesi gibi kendi içine çekilme. Öfkeni karşıla, kuşat, sonra sınırla. Yüreğini yere karşı açık tut, vur kendini kıyılara. Ah ki şiirim sızlıyor dizelerde. Kıyılarda yorgun çatanalar binlerce ayak izini taşır. Bulabilir misin seninkini? Ayak izlerinden ve kokundan iz sürdüm. Bekle beni ve bak bana. Bakınca bahar oluyorum, bakmayınca kış. Teşekkür ederim. Souffre dans ces strophes. J'ai un nom dans le monde, à l'étranger. Je suis en Belgique. Je suis à l'étroit avec un seul nom. Puis-je me réduire à une identité, une appellation, alors que j'ai un nom dans chaque nation? Oh, comme mon poème souffre dans ces strophes. Ta solitude, cri de mouette, posé sur un rocher, couvert de mousse. Je sais, ta colère peut être grande, pirate, je sais. Ton amour aussi. Quand tu ne domptes pas ta colère, tes sourcils se croisent au beau milieu de ton front, comme deux fusils. Ne te rétracte pas, comme le fait la mer. Accueille ta colère, cerne-la. Ensuite, contiens-la. Maintiens ton cœur ouvert face au vent. Laisse-toi échouer sur les rivages. Oh, comme mon poème souffre dans ses strophes. Le long du rivage, les chaloupes nonchalantes portent des milliers d'empreintes de pieds. Peux-tu trouver la tienne à l'aide de tes empreintes et de ton parfum? Je t'ai suivi à la trace. Attends-moi, regarde-moi. Je deviens printemps quand tu me couvres de tes yeux, hiver en leur absence. Teşekkürler, elinize sağlık.
beaucoup nous ont quittés et certains d'entre eux sont encore parmi nous et on va encore les choyer. Merci à vous tous. Donc on vous invite à un karaoké imprévu, comment dire, voilà, improvisé. Vous devez, voilà, les paroles vont défiler là et vous les c'est tout. Il n'y a pas de paroles qui défilent comme au karaoké. Ouais, mais on a invité autant de gens. Et... Bon, ben voilà, Lady Play. Vous vous laissez aller à la musique et ça va aller tout seul, vous allez voir. Ça passe crème. Allez.